La Turquie s'affirme de plus en plus comme une puissance influente sur la scène internationale, étendant son empreinte dans des domaines variés tels que l'économie, la diplomatie, la technologie et la défense. Grâce à une politique étrangère dynamique et des investissements stratégiques, Ankara renforce ses relations avec des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe, consolidant ainsi son rôle en tant qu'acteur incontournable. Cette montée en puissance s'accompagne d'une volonté affirmée de diversifier ses alliances et de s'imposer comme une alternative aux grandes puissances traditionnelles. Découvrons ensemble comment la Turquie influence la géopolitique. C'est parti! Premièrement, l'influence se fait à travers sa technologie militaire, notamment avec les drones. Alors que la guerre des drones prend une place grandissante dans les conflits à travers le monde, certains pays y voient une opportunité pour renforcer leur influence sur la scène internationale. C'est notamment le cas de la Turquie. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les drones turcs se sont révélés être des atouts essentiels pour les forces ukrainiennes. Membre de l'OTAN et seul pays musulman de cette alliance occidentale, la Turquie dispose de la deuxième plus grande armée permanente de l'organisation, derrière les États-Unis, et partage activement ses avancées technologiques avec ses alliés. Cela fait déjà près de 20 ans que le pays a misé sur le développement de ses drones militaires, leur accordant une priorité stratégique dans son industrie de défense. Aujourd'hui, aux côtés d'Israël, la Turquie s'impose comme l'une des principales puissances dans ce domaine dans la région. Avant de déployer ses drones sur des théâtres d'opérations extérieurs, Ankara les a testés sur son propre territoire, notamment dans des missions de sécurité intérieure et des opérations contre les militants séparatistes du PKK dès le milieu des années 1990. La production de drones turcs est dominée par deux entreprises majeures, Baykar Defense, qui fabrique les célèbres Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci, et Turkish Aerospace Industries, TAI, responsable notamment des modèles TAI Anka et TAI Aksungur. À noter que Selçuk Bayraktar, directeur technique de Baykar Defense, est également le gendre du président Recep Tayyip Erdogan. Baykar Defense a conçu plusieurs drones, dont le TB2, un modèle produit en série et donc relativement économique, tandis que Turkish Aerospace Industries fournit également des drones employés en Ukraine. On peut dès lors s'interroger. Pour quelle mission ces drones sont-ils utilisés ? Et quelles répercussions leur exportation a-t-elle sur le conflit russo-ukrainien et sur la scène internationale ? En fait, depuis 2019, alors que l'Ukraine cherche à intégrer l'OTAN, elle a déjà acquis des dizaines de drones Bayraktar TB2 auprès de la Turquie. Dès le début du conflit, l'armée ukrainienne a largement diffusé des images montrant l'efficacité de ces appareils turcs. En février 2022, le président Erdogan a même signé à Kiev un accord destiné à renforcer la coopération dans ce domaine, permettant aux entreprises turques d'implanter une usine de drones en Ukraine. Une initiative que Moscou n'a pas appréciée, la Russie dénonçant le risque de déstabilisation régionale que représenteraient ces drones. Il faut dire que les relations entre la Turquie et la Russie sont complexes. Rivales en Syrie, elles coopèrent néanmoins sur d'autres dossiers, comme l'achat par Ankara du système de défense anti-aérienne russe S-400, en dépit des critiques de l'OTAN. Revenons aux drones turcs présents en Ukraine. Parmi les plus utilisés figure le Bayraktar TB2, dont une vingtaine d'unités sont actuellement opérationnelles, avec une commande d'une 50aine d'unités supplémentaires en cours. Ce drone s'est déjà illustré en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. Avec ses 12 mètres d'envergure et son coût relativement abordable d'environ $1 million, le TB2 embarque une caméra électro-optique sophistiquée, un système de liaison de données, ainsi que 2 à 4 munitions guidées de précision. Sa capacité de port de 150 kg de missiles, sa vitesse de croisière de 130 km/h et son rayon d'action de 150 km en font un appareil adapté à des conflits asymétriques, notamment contre des milices comme dans le Donbass. En revanche,
face à une armée régulière comme celle de la Russie, ces limites apparaissent plus clairement. Cependant, l'Ukraine n'est pas la seule à se tourner vers la Turquie pour s'équiper de drones. Plus de 15 pays ont déjà commandé des appareils Bayraktar ou TAI, faisant de la Turquie un concurrent sérieux, notamment face aux fabricants chinois sur le marché africain. Parmi les acheteurs potentiels figurent le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, le Nigeria et l'Éthiopie. Pourtant, en termes techniques, le TB2 ne rivalise pas avec les meilleurs drones de combat tels que le MQ-9 Reaper ou le Sky Guardian américain. Alors, pourquoi ce succès ? La réponse tient à plusieurs facteurs. Le prix abordable, la fiabilité, la qualité conforme aux standards de l'OTAN et la possibilité d'acheter des drones en grande quantité. En effet, un TB2 coûte à peine 10% du prix d'un Reaper américain. De plus, en cas de perte, les conséquences sont moindres qu'avec un avion de chasse, tant sur le plan financier qu'humain. 3 opérateurs au sol suffisent pour piloter le drone, évitant d'exposer des pilotes au danger. Sa taille réduite minimise également l'impact en cas de crash. Pour la Turquie, la vente de drones représente aussi un levier politique. Elle permet de nouer des partenariats militaires durables et d'étendre son influence diplomatique et économique auprès des pays acquéreurs. Dernier exemple en date, le Mali. Depuis 2023, l'armée malienne utilise des drones Bayraktar dans des opérations contre les groupes armés. Depuis 2012, le Mali est confronté à une insécurité chronique alimentée par des groupes djihadistes et diverses milices. Toutefois, des accusations graves émergent. Selon Amnesty International, une frappe aérienne menée en mars 2024 à Hamas Rakad aurait tué 13 civils, alors que l'armée malienne affirme avoir neutralisé des terroristes. Ce type d'incident n'est pas isolé. Déjà au Burkina Faso, où des drones similaires ont été déployés en 2022, Human Rights Watch dénonçait l'usage d'armes contre des civils. Ces dérives poseront-elles un frein aux ambitions turques sur le marché des drones ? La Turquie sera-t-elle contrainte de mieux contrôler les ventes de ses armements ? Rien n'est moins sûr. Cependant, les drones ne sont pas les seules armes turques que l'on retrouve à l'étranger. C'est par exemple le cas au Soudan. Le conflit actuel au Soudan est une guerre civile qui oppose 2 factions militaires rivales. Les forces armées soudanaises, alias FAS, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, alias FSR, sous le commandement du général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti. Ce conflit a éclaté le 15 avril 2023, après des tensions croissantes entre les 2 groupes qui avaient auparavant collaboré pour renverser le dictateur Omar al-Bashir en 2019. Les affrontements ont débuté dans la capitale, Khartoum, avant de s'étendre à d'autres régions du pays, notamment le Darfour. La guerre a entraîné une crise humanitaire sans précédent, avec des millions de personnes déplacées et des conditions de vie extrêmement précaires. Près de 30 millions de Soudanais ont besoin d'une aide humanitaire urgente, et des cas de famine ont été signalés dans plusieurs régions. Les combats ont également détruit des infrastructures essentielles, comme des hôpitaux, et rendu difficile l'accès à l'eau et à l'électricité pour les civils. Les 2 camps sont accusés de violations des droits humains, notamment des bombardements aveugles, des violences sexuelles et des attaques contre des civils. Le conflit a des répercussions régionales, avec des milliers de réfugiés fuyant vers les pays voisins, comme le Tchad et l'Égypte. Malgré les efforts de médiation de l'ONU et de l'Union africaine, aucune solution durable n'a été trouvée, et les combats continuent de ravager le pays. La communauté internationale est appelée à intensifier son soutien humanitaire et à faire pression sur les parties impliquées pour mettre fin à cette guerre dévastatrice. Le Soudan reste plongé dans une spirale de violence et d'instabilité avec des conséquences dramatiques pour sa population. D'après Amnesty International, la guerre au Soudan est intensifiée par un flux constant d'armes en provenance de l'étranger. Dans son rapport intitulé « New Weapons Fueling the Sudan Conflict », l'organisation explique que des armes récemment fabriquées sont transférées dans le pays
souvent en violation de l'embargo sur les armes imposé au Darfour. Cet embargo, décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, visait à limiter l'arrivée d'armements dans cette région afin de réduire l'intensité des combats, protéger les civils et atténuer les souffrances humaines en empêchant les groupes armés de se ravitailler en armes. Cependant, malgré ces mesures, plusieurs enquêtes révèlent que des transferts d'armes continuent d'alimenter le conflit. En septembre 2024, face à la persistance des violences, l'ONU a prolongé l'embargo pour une année supplémentaire, espérant ainsi freiner la détérioration de la situation humanitaire. Parmi les pays soupçonnés de violer cet embargo figurent notamment la Chine, les Émirats arabes unis, la Russie, la Serbie, la Turquie et le Yémen. Amnesty International a constaté que des armes légères et des munitions originaires de ces pays sont aujourd'hui utilisées sur le terrain par différentes factions. De plus, des équipements militaires sophistiqués tels que des brouilleurs de drones, des mortiers et des fusils antimatériels fabriqués en Chine ont été employés par les deux camps. Par ailleurs, des véhicules blindés de transport de troupes, récemment construits aux Émirats arabes unis, ont été déployés par les forces de soutien rapide. De plus, au cours des dernières années, des entreprises turques ont exporté vers le Soudan des centaines de milliers d'armes à blanc ainsi que des millions de cartouches. Amnesty International craint que ces armes, à l'origine non létales, soient facilement transformées pour un usage militaire meurtrier. Le rapport souligne également que des armes légères conçues pour le marché civil sont détournées au profit des forces en présence. Ainsi, des entreprises turques et russes ont exporté des versions civiles d'armes comme le fusil de précision Tigre et le fusil Saiga MK, tous deux produits par Kalachnikov Concern. Bien que destinées à des usages civils, ces armes ont été revendues par des trafiquants étroitement liés à l'armée soudanaise. De même, le fabricant turc Sarsılmaz, l'un des principaux producteurs d'armes légères en Turquie, figure parmi les fournisseurs de l'armée soudanaise. La circulation massive d'armes a provoqué une chute drastique des prix sur le marché noir. À titre d'exemple, le prix d'un pistolet a été divisé par 4, passant de 800 000 livres soudanaises, soit environ 1 330 $, à 200 000 livres soudanaises. Cette baisse, combinée à la suppression de l'obligation de licence pour l'acquisition d'armes, a favorisé une prolifération sans précédent. Résultat, de plus en plus de civils s'arment, dans un contexte marqué par la montée de la criminalité. Face à cette situation alarmante, Amnesty International recommande au Conseil de sécurité de l'ONU d'étendre l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire soudanais et de renforcer ses mécanismes de surveillance et de contrôle pour empêcher l'acheminement illicite d'armes. Mais il n'y a pas qu'au Soudan où la Turquie est présente. Depuis une vingtaine d'années, la Turquie déploie une stratégie active pour renforcer son influence en Afrique. Sous l'impulsion de Recep Tayyip Erdogan, Ankara a multiplié les initiatives diplomatiques, économiques, militaires et culturelles pour s'imposer comme un partenaire incontournable sur le continent. Cette offensive africaine s'inscrit dans une politique étrangère plus large de diversification des alliances et d'affirmation de la Turquie sur la scène internationale. L'Afrique subsaharienne, longtemps négligée par la diplomatie turque, est devenue une priorité stratégique. Alors qu'en 2002, la Turquie ne possédait que 12 ambassades en Afrique, elle en compte aujourd'hui plus de 40, couvrant presque l'ensemble du continent. En parallèle, Turkish Airlines a développé l'un des réseaux aériens les plus denses entre l'Afrique et le reste du monde, facilitant les échanges économiques et les contacts diplomatiques. Sur le plan économique, la Turquie se présente comme un modèle de développement sans conditions politiques, en opposition à l'approche occidentale, souvent perçue comme intrusive. Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont explosé, passant d'environ 5 milliards de dollars en 2003 à plus de 35 milliards aujourd'hui. Ankara investit massivement dans les secteurs du BTP, de l'énergie, de l'agriculture et de l'éducation. Les grandes entreprises turques participent à la construction de routes, d'hôpitaux, de mosquées et d'aéroports,
particulièrement en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. L'influence turque s'exerce aussi à travers la coopération militaire. La Turquie a signé plusieurs accords de défense avec des pays africains comme la Somalie, le Niger, le Togo ou encore le Sénégal. Elle a également installé sa plus grande base militaire à l'étranger, à Mogadiscio, en Somalie, où elle forme des troupes locales et participe à la lutte contre le terrorisme. Ankara utilise la vente d'armes et la formation militaire comme levier pour renforcer ses alliances, notamment en proposant une alternative plus accessible aux équipements militaires occidentaux. Par ailleurs, la Turquie mise sur le soft power pour asseoir son influence. À travers l'Agence turque de coopération et de coordination et la fondation Maarif, elle finance des projets éducatifs, culturels et humanitaires. Des milliers d'étudiants africains bénéficient de bourses pour venir étudier en Turquie, créant ainsi une génération de cadres africains proches d'Ankara. Le discours politique turc, qui valorise une solidarité entre pays du Sud et se montre critique envers l'ordre international dirigé par l'Occident, séduit de nombreux pays africains en quête de nouvelles alliances. Enfin, l'influence religieuse n'est pas en reste. Face à l'Arabie Saoudite et au Qatar, la Turquie cherche à diffuser une vision de l'islam plus conforme à son modèle hanafite et soufi, à travers notamment la Diyanet, l'autorité religieuse turque, qui finance mosquées, écoles coraniques et instituts islamiques à travers le continent. Cependant, cette montée en puissance n'est pas sans défi. La concurrence avec d'autres puissances émergentes comme la Chine, la Russie ou les Émirats arabes unis est rude. De plus, certains observateurs pointent le risque d'une dépendance économique excessive de certains États africains vis-à-vis de la Turquie ou encore des accusations d'ingérence politique dans les affaires intérieures. Quoi qu'il en soit, la Turquie est aujourd'hui solidement ancrée en Afrique. Elle y construit une influence qui mêle pragmatisme économique, coopération militaire, affinité culturelle et solidarité politique, et entend jouer un rôle de plus en plus central dans l'avenir du continent. On peut aussi parler de l'Asie, où depuis le début des années 2000, la Turquie a progressivement étendu son influence, dans le cadre d'une stratégie de diversification diplomatique et économique portée par la doctrine du regard vers l'Est. Cette approche, renforcée sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, vise à repositionner Ankara comme un acteur incontournable non seulement en Méditerranée et au Moyen-Orient, mais aussi sur le vaste continent asiatique. L'une des principales priorités de la Turquie en Asie est l'Asie centrale, région avec laquelle elle partage des liens linguistiques, culturels et historiques profonds. Les républiques turcophones comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Kirghizistan occupent une place centrale dans cette politique d'influence. À travers l'organisation des États turciques, la Turquie cherche à fédérer ces pays autour d'une identité culturelle commune, renforçant ainsi ses liens économiques, politiques et sécuritaires avec eux. Par exemple, la Turquie est proche de l'Azerbaïdjan et compte beaucoup sur son pétrole, ce qui a créé des tensions à l'international. En fait, en mai 2024, Ankara annonce la suspension de ses échanges commerciaux avec Israël, déclarant que les relations économiques ne reprendront que lorsque la situation humanitaire à Gaza s'améliorera. Le ministère turc du Commerce précise ainsi : la Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. Pour rappel, en 2023, les exportations turques vers Israël avaient atteint 5,43 milliards de dollars contre 7,03 milliards en 2022 et 6,36 milliards en 2021. Quelques mois auparavant, Recep Tayyip Erdogan avait déjà rappelé l'ambassadeur turc en poste à Tel Aviv, tout en estimant qu'une rupture totale avec Israël n'était pas envisageable. Cependant, face aux vives critiques internes et externes, Erdogan semble avoir durci sa position. Toutefois, après l'annonce de la suspension des échanges commerciaux, la Turquie est rapidement critiquée pour le maintien du transit du pétrole azerbaïdjanais vers Israël. En effet, une part importante du pétrole utilisé par Israël
continue de passer par le port turc de Ceyhan. Plus du tiers des besoins en pétrole de l'État hébreu y transitent. L'Azerbaïdjan, via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, reste un fournisseur majeur pour Israël, le pétrole étant ensuite acheminé par bateau jusqu'au port de Haïfa. Il faut souligner que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev entretient d'excellentes relations tant avec Recep Tayyip Erdogan qu'avec Benyamin Netanyahou. Israël étant par ailleurs l'un des principaux fournisseurs d'armement de Bakou. Les relations diplomatiques entre Israël et l'Azerbaïdjan, établies dès 1992, comptent parmi les plus solides que l'État hébreu entretient avec un pays musulman. En novembre 2024, face aux accusations, la Turquie dément toute implication dans les livraisons de pétrole à Israël. Le gouvernement turc affirme également avoir mis en place des mesures pour éviter que des entreprises détournent des marchandises destinées à la Palestine vers Israël. Pour lutter contre ces abus, un mécanisme de vérification en 3 étapes a été instauré. Le ministère palestinien de l'économie doit d'abord valider les factures pro forma des entreprises souhaitant importer des produits turcs, puis transmettre ces documents au ministère turc du commerce, avant qu'ils soient définitivement approuvés par les associations d'exportateurs turcs. En revenant sur les relations entre la Turquie et l'Asie centrale, il faut savoir que sur le plan économique, Ankara multiplie les accords commerciaux, les investissements dans les infrastructures et les projets énergétiques. Le projet du corridor de transport Moyen Corridor, reliant la Turquie à la Chine via l'Asie centrale et le Caucase, s'inscrit dans cette logique. Ce corridor ambitionne de devenir une route commerciale stratégique dans le cadre de l'initiative chinoise Belt and Road, tout en permettant à la Turquie de jouer un rôle d'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. En Asie du Sud, notamment au Pakistan, les relations turco-pakistanaises se sont considérablement renforcées, fondées sur une amitié historique et des intérêts militaires communs. Ankara et Islamabad collaborent étroitement en matière de défense, d'échanges commerciaux et de projets d'infrastructures. Le Pakistan achète des équipements militaires turcs, tandis que la Turquie soutient activement la position pakistanaise sur le dossier du Cachemire. En Asie du Sud-Est, la Turquie étend aussi son influence, notamment en Indonésie, en Malaisie et au Bangladesh. Ces pays musulmans constituent pour Ankara des partenaires privilégiés pour promouvoir une solidarité islamique mondiale. La Turquie développe des projets de coopération éducative et humanitaire, en s'appuyant sur des institutions comme la TİKA, Agence turque de coopération et de coordination, et la fondation Maarif. Elle ouvre également de nouvelles ambassades et renforce ses liaisons aériennes avec Turkish Airlines, devenant une passerelle entre l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe. Sur le plan religieux et idéologique, la Turquie tente de projeter son modèle islamique modéré, opposé tantôt à l'islam rigoriste saoudien, tantôt à l'autoritarisme chinois envers les musulmans ouïghours. Cette question des Ouïghours est d'ailleurs l'un des rares points de tension entre Ankara et Pékin. Bien que la Turquie veille à ménager ses relations économiques avec la Chine, elle est aussi contrainte de répondre aux sensibilités de son opinion publique, traditionnellement solidaire des Ouïghours. Dans le domaine militaire, la Turquie développe des coopérations stratégiques avec plusieurs pays asiatiques en proposant des équipements modernes et compétitifs, tels que des drones, des blindés légers et des systèmes de surveillance. Les succès de l'industrie militaire turque, notamment grâce au drone Bayraktar TB2, attirent de nouveaux partenaires en Asie à la recherche d'alternatives aux fournisseurs traditionnels russes, chinois ou occidentaux. Néanmoins, comme pour l'Afrique, la Turquie doit faire face à une concurrence féroce en Asie, notamment de la part de la Chine, de l'Inde et de la Russie, qui disposent de ressources et de réseaux diplomatiques bien établis. De plus, Ankara doit naviguer avec prudence pour ne pas provoquer de crispation, notamment dans ses relations avec Pékin ou Moscou. Mais l'influence la plus marquante de la Turquie en ce moment est en Syrie. Pour rappel, la Syrie et la Turquie partagent une frontière de 900 km. Mais leurs relations sont marquées depuis longtemps par de multiples tensions. L'une des principales sources de conflit est la question du Sandjak d'Alexandrette, une région annexée par la Turquie en 1939 et toujours revendiquée par la Syrie.
S'ajoutent les projets turcs sur les fleuves Tigre et Euphrate, notamment la construction du barrage Atatürk, qui ont alimenté les inquiétudes syriennes concernant l'accès à l'eau. Pendant la guerre froide, les divergences idéologiques ont accentué les tensions. La Turquie était alignée sur l'Occident en tant que membre de l'OTAN, tandis que la Syrie se rapprochait de l'Union soviétique. Mais les tensions ont culminé dans les années 1980 et 1990, lorsque Damas a apporté son soutien au PKK, un groupe armé kurde en lutte contre Ankara. Le principal point de discorde résidait dans l'objectif kurde d'indépendance, farouchement rejeté par la Turquie, qui y voyait une menace directe à son intégrité territoriale. D'autant plus qu'Ankara accusait la Syrie d'héberger le chef du PKK, Abdullah Öcalan. En 1998, sous la pression turque, Damas a fini par l'expulser, marquant un tournant dans leurs relations. Une période de rapprochement s'est alors ouverte, favorisant le développement des échanges économiques. Toutefois, cette amélioration restait précaire, fondée davantage sur des intérêts économiques que sur une réelle confiance politique. La guerre en Syrie, déclenchée en 2001, a brisé cette fragile entente. La Turquie s'est rapidement positionnée contre Bachar el-Assad, soutenant l'armée syrienne libre ainsi que d'autres groupes rebelles. Elle a également mené plusieurs opérations militaires dans le nord de la Syrie, officiellement pour lutter contre Daesh, mais aussi pour empêcher l'émergence d'une entité kurde autonome à sa frontière. Depuis 2016, Ankara a lancé plusieurs incursions visant les forces kurdes, notamment les unités de protection du peuple, alors appelées YPG, alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. Pour la Turquie, les YPG ne sont qu'une extension du PKK, classée organisation terroriste par Ankara, les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, la Turquie contrôle certaines portions du nord syrien, ce que Damas considère comme une occupation illégale. Malgré tout, à partir de 2022, Recep Tayyip Erdogan a tenté une approche plus conciliante envers Assad, allant jusqu'à se dire prêt à l'inviter à Ankara. Toutefois, Bachar el-Assad a conditionné toute rencontre au retrait préalable des forces turques de Syrie, ce qui a gelé toute réconciliation. Derrière cette tentative turque se cachait notamment l'espoir de faciliter le retour d'une partie des 3 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc, un sujet devenu hautement sensible sur la scène politique intérieure. À cette époque, la Syrie est grossièrement divisée en 3 grandes zones. Les 2/3 du territoire sont contrôlés par le régime d'Assad, soutenu par la Russie et l'Iran. Environ 1/4 est tenu par les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes dans le nord-est. Enfin, une petite portion dans le nord et le nord-ouest, notamment dans la région d'Idlib, est contrôlée par divers groupes rebelles, dont Hayat Tahrir al-Sham, alias HTS, majoritairement soutenu par la Turquie. Le 29 novembre 2024, à Alep, plusieurs groupes rebelles, dont le HTS, ont lancé une offensive prenant le contrôle d'environ la moitié de la ville. Les rebelles ont justifié leur action en réponse au bombardement intensif du régime sur les zones civiles. Cette avancée a ravivé les tensions internationales, la Russie appelant Damas à reprendre rapidement le contrôle, tandis que l'Iran a réaffirmé son soutien à Assad. Cependant, le 8 décembre 2024 a marqué un tournant historique, la chute du régime de Bachar el-Assad. Fuyant Damas, le président syrien a trouvé refuge à Moscou, bénéficiant de garanties de protection politique. En Syrie, des foules ont célébré sa chute. À l'international, le président américain Joe Biden a salué cette évolution comme une opportunité pour le peuple syrien, tout en avertissant des risques liés à l'instabilité. Parallèlement, les États-Unis ont mené des frappes contre plus de 75 cibles de l'État islamique pour empêcher le groupe de profiter du chaos, tandis que des frappes israéliennes étaient entendues à Damas. Israël, de son côté, a avancé dans la région du Golan, reprenant le contrôle de la zone tampon pour la première fois depuis plus de 50 ans. Face à cette offensive rebelle, la Turquie est restée officiellement prudente. Pourtant, elle pourrait en tirer 2 avantages majeurs. Le retour d'une partie des réfugiés syriens et l'élimination de la menace kurde à sa frontière. Dès lors, une question se pose. La Turquie
a-t-elle joué un rôle actif dans l'offensive rebelle? Interrogé par le journal belge 7 sur 7, Ömer Özkil-Zilçik, chercheur associé à l'Atlantic Council à Ankara, rappelle que la Turquie entretient une relation complexe avec le HTS. Il explique que l'offensive avait été planifiée 7 semaines auparavant, mais qu'Ankara avait initialement empêché son déclenchement. De plus, la Russie, alliée de Damas, avait bombardé les positions rebelles pour protéger le régime syrien. Ce n'est qu'après l'échec des tentatives de normalisation entre Ankara et Damas et l'impasse des discussions diplomatiques du processus d'Astana que la Turquie aurait finalement levé ces obstacles. Le processus d'Astana est une série de négociations initiées en 2017 par la Russie, l'Iran et la Turquie, visant à instaurer des cessez-le-feu et à promouvoir un dialogue politique entre le régime syrien et les forces d'opposition. Mais alors, quelle est la relation entre la Turquie et le HTS? Hayat Tahrir al-Sham est un groupe islamiste radical né en 2017 de la fusion de plusieurs factions rebelles, dont le front Fatah al-Sham. Dirigé par Abu Mohamed al-Joulani, le HTS contrôlait, avant la chute d'Assad, une grande partie de la province d'Idlib et administrait la zone à travers le gouvernement de salut syrien. Bien que le HTS ait tenté de se distancier d'Al-Qaïda pour améliorer son image, il reste classé organisation terroriste par plusieurs pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. De son côté, la Turquie a cherché à contenir l'expansion du HTS dans ses zones d'influence au nord-ouest de la Syrie. Ankara a également exercé des pressions sur le groupe pour qu'il renonce à son affiliation à Al-Qaïda et respecte les minorités chrétiennes et druzes dans les territoires qu'il contrôle. Il est donc clair que l'expansion de l'influence turque dans le monde témoigne d'une transformation profonde de sa stratégie internationale. En développant des partenariats économiques et militaires, en investissant dans des technologies innovantes et en jouant un rôle clé dans les affaires diplomatiques, la Turquie façonne un nouvel équilibre géopolitique. Toutefois, cette ambition s'accompagne de défis, notamment en matière de compétition internationale et de stabilité régionale. L'avenir de la Turquie dépendra de sa capacité à maintenir cette dynamique tout en naviguant dans un environnement mondial en constante évolution. Une chose est certaine, son influence ne cesse de croître et de redéfinir les rapports de force internationaux.